Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les voix de l'emploi, bienvenue à vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 20h. Nous allons parler travail, embauche et parfois crise aussi, effectivement. Vous l'avez entendu dans les jours qui précèdent, les fermetures d'usines qui se multiplient, et pas que d'usines d'ailleurs, de magasins de grande distribution notamment. 150 000 emplois seraient menacés l'année prochaine, c'est ce que redoute la dirigeante de la CGT, Sophie Binet, qui parle de 200 plans sociaux à venir. On en listera quelques-uns, mais avec cette question, notamment sur les usines et l'industrie. La désindustrialisation est-elle une fatalité? Non, nous répondra notre invité que nous allons recevoir dans un instant. On va parler aussi des métiers qui recrutent mais qui ont du mal à recruter. C'est le monde à l'envers. Ce sont les artisans. À partir de 19h30, on recherche en France, tenez-vous bien, 15 000 menuisiers, 12 000 plombiers, 9 000 boulangers pâtissiers, 8 000 bouchers. On les recherche tellement que c'est souvent bien payé. On va en parler avec notre deuxième invité à 19h30. C'est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et puis pour vous donner 2 ou 3 solutions après tout et montrer un petit peu d'innovation aussi dans le secteur, on vous présentera à la fin Workiz. C'est une start-up, une application qui veut devenir le Tinder, c'est-à-dire le site de rencontre des demandeurs d'emploi ou des recruteurs. On en parlera à la fin de cette émission. Bienvenue à tous dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Je le disais, non, la désindustrialisation n'est pas une fatalité. C'est un peu votre mot, c'est un peu votre devise en ce moment, Olivier Luancy. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est ma devise. Bienvenue. En tout cas, c'est une conviction que j'ai chevillée au corps. Mais écoutez, justement, vous allez essayer de nous rassurer, parce qu'on reçoit beaucoup de mauvaises nouvelles sur certains sites industriels. On a beaucoup parlé des usines Michelin, on en parle beaucoup, mais c'est pas les seuls qui inquiètent. Vous êtes professeur au CNAM et auteur de ce livre, Réindustrialiser, le défi d'une génération et aussi, on va le dire, d'un pays concrètement, puisque ce que vous nous dites, c'est qu'on peut arriver à recréer de l'emploi là où on en détruit, mais à condition que tout le monde travaille ensemble. Il y a un peu de ça. D'abord, il faut se convaincre collectivement qu'on réindustrialise pas que pour créer des usines, que pour créer des millions de valeurs ajoutées qu'on va mettre dans une case, valeur ajoutée industrielle pour nos tableaux économiques. Non, réindustrialiser, ça a 3 finalités. La première, c'est une question de souveraineté. Et ça, on l'a tous vécu pendant le Covid. Il faut le faire. Il faut le faire. La deuxième, c'est réduire notre empreinte environnementale. Faut pas oublier que 50% de notre empreinte carbone, elle est importée. Et quand on fabrique en France, on fabrique avec moins d'émissions de carbone et globalement moins d'empreinte environnementale. Et puis la troisième finalité de l'industrie, c'est effectivement de créer des bons emplois, mais pas que dans les métropoles. Au contraire, à côté des villes petites et moyennes qui ont beaucoup, elles, souffert de la désindustrialisation. Et ça a même généré les gilets jaunes, en tous les cas en partie. Maintenant qu'on a rappelé pourquoi il fallait réindustrialiser, ce sur quoi tout le monde est absolument d'accord, est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Après tout, quand le patron de Michelin annonce la fermeture de 2 sites, il l'explique. On n'est malheureusement pas compétitif dans son secteur. C'est qu'un exemple, il y en a d'autres, par rapport ne serait-ce qu'à d'autres pays en Europe. Alors effectivement, nous avons encore un grand chemin à faire en France pour réindustrialiser. D'abord, le premier point positif, c'est que pendant quelques années, je dirais entre 2021, 2022, nous avons été en phase de réindustrialisation, encore trop modeste. On a créé 20 000 emplois en France. Il aurait fallu, pour être sur une vraie trajectoire de réindustrialisation, en faire 60 000. Mais on a commencé cette dynamique-là. Et aujourd'hui, on bute sur plusieurs choses, mais qui sont à notre portée. Par exemple, le patron de Michelin dit l'énergie est trop chère en France et même en Europe. Alors si vous voulez baisser le prix du gaz, c'est compliqué parce que soit on l'importe et dans ce cas il est liquéfié et cher, soit on l'importe de la Russie, on l'achète de la Russie directement, pas liquéfié, mais dans ces cas-là ça nous pose d'autres questions. En revanche, il y a un levier qu'on a, c'est l'électricité. En France, on produit 80% d'électricité nucléaire. C'est une électricité qui a un faible coût. On la vend sur un marché européen qui est, je dirais, très très élevé parce qu'il est aligné sur le prix du gaz, les quotas de CO2, alors que l'électricité nucléaire ne consomme pas de gaz et n'émet pas de CO2. Constaté, parce que tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio ont une facture d'électricité. Ils ont tous constaté que ça avait augmenté depuis 1 an, 2 ans à peu près, et souvent très fortement. Je parle même pas des patrons d'entreprise. Comment on explique que les factures ont été augmentées alors même que le nucléaire n'a pas de raison d'avoir augmenté? Pour une raison très simple que j'essayais de présenter, c'est aujourd'hui le prix de l'électricité, il est en majorité du temps calculé sur le prix d'un mégawattheure d'électricité fabriqué avec une centrale à gaz sur lequel on a
rajouter des quotas de CO2 parce que le gaz, ça émet du CO2. Et même si vous fabriquez 1 mégawattheure d'électricité nucléaire, le marché européen vous dit vous devez le vendre à ce prix-là. Et ça, on a des possibilités pour sortir au moins en partie, et notamment pour l'industrie, puisqu'on parlait de l'industrie tout à l'heure, on a la possibilité d'isoler une partie de cette électricité en disant celle-là, je la vends pas au prix du marché, je la vends à un prix régulé ou à un prix plus bas afin d'assurer ma compétitivité. C'est une décision qu'on peut prendre. Comment on explique qu'elle n'ait pas été prise? Parce que franchement, Bruno Le Maire avait lancé ce qu'on avait appelé le bouclier énergétique. L'État a préféré payer des milliards pour limiter la hausse de la facture. Pourquoi on n'a pas préféré simplement modifier les règles? Alors, grande question. Je n'ai pas toutes les réponses. La première, c'est si on fait ça, on sait qu'on va au-devant d'une négociation qui pourra être dure avec la Commission européenne. Mais quelque part, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut réindustrialiser le pays, il va nous falloir une source d'énergie décarbonée et pas chère. Et on l'a déjà. Et on peut l'avoir. Donc simplement, il faut s'affranchir de règles et encore une fois, ça donnera peut-être lieu à un rapport de force. Mais l'Union européenne, ce n'est pas que des procédures administratives, c'est aussi de temps en temps des rapports de force où il faut assumer de la politique, ce qu'on veut. La deuxième raison, qui est un arbitrage, je dirais, d'ordre budgétaire, on ne parle pas du budget de l'État, c'est que EDF a été très sollicité. Pendant 10 ans, l'État a prélevé à peu près 2 milliards d'euros de dividendes sur EDF, même quand la situation financière de EDF ne le permettait pas vraiment. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat. Et puis récemment, le bouclier énergétique dont vous parlez, quelque part, on s'attendait à ce que ce soit le budget, c'est de la solidarité, c'est de la prévoyance collective. Ouais. Eh ben non, on a ponctionné pour ça 8 à 9 milliards sur les comptes d'EDF. Et donc aujourd'hui, EDF, dans les négociations qui sont en cours avec les industriels, a envie de combler ses chiffres, son budget et ce résultat. Alors ça, c'était pour les coûts. Maintenant, on va parler des hommes et des femmes avec vous. Parce que quand on ferme une usine, ce sont des gens qui souvent ont travaillé 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois pour certains. Ça devient de plus en plus rare, mais quand même, dans le même site. Et on leur dit du jour au lendemain qu'ils ne servent plus à rien, en tout cas que leur travail n'existe plus. Comment leur proposer un autre emploi dans le domaine qui est de leurs compétences? C'est quand même très compliqué. Alors ça peut être compliqué. Premier point, vous avez évoqué le fait que l'artisanat recherchait plein de profils. Jusqu'à il y a quelques mois, et ça reste vrai dans un certain nombre de territoires et de secteurs, il y a encore des postes vacants dans l'industrie. Il y en avait 60 000 il y a quelques mois. 60 000 postes vacants en France dans l'industrie il y a quelques mois. Donc c'est encore un secteur qui a un potentiel. Ça demande seulement de déménager souvent. Et vous pointez exactement le sujet qui est devant nous. En fait, ce qu'on a constaté lorsqu'il y avait des grandes fermetures, c'est qu'en fait, nous, Français, et c'est un trait culturel, nous sommes peu mobiles. On n'est pas comme les Américains, on met pas notre maison sur une remorque comme un mobil-home pour aller d'un État du Nord à un État du Sud et poursuivre le marché du travail. On a un attachement, un ancrage territorial parce qu'on est propriétaire de sa maison, parce qu'on a ses amis, son cercle affectif, sa famille. Parce qu'on est du coin. Et on a toute sa vie sur place. Et alors, il y a quelques exemples récents qui démontrent qu'on a une autre façon, par exemple, de voir comment faire face à un accident industriel, une fermeture. Je vais en prendre un récent, qui est la fermeture de Bridgestone. C'est des pneus aussi. C'était à Béthune. C'est pas à Cholet et Michelin. Et c'était à Béthune. Et il y avait une inquiétude territoriale énorme. Est-ce que ça allait créer une catastrophe territoriale? Alors, il y a eu 2 actions faites. Une classique, qui est de dire, on va aller chercher des projets qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire qui sont pas du territoire. On va aller chercher des projets dans une autre région, voire des projets d'investissement étrangers qu'on va essayer de réimplanter sur ce site industriel qui ferme. C'est une solution. Mais en fait, ils ont mis en œuvre une autre solution qu'on a trouvée et qu'on a démontré après qu'elle pouvait se faire dans beaucoup de territoires français. Ils sont allés faire le tour des chefs d'entreprise industriels du territoire. Et ils ont dit, si tu as actuellement un projet qui est en carton, que tu n'as pas osé le faire, pour ton territoire qui risque d'être sacrément touché par cette fermeture, c'est le moment de te lancer et on va t'aider. Et pour le cas de la fermeture de Bridgestone à Béthune, c'était juste quand on a lancé France Relance. Et à ce moment-là, on pouvait même dire, et en plus, l'État va t'accompagner dans ton investissement. Et le total a été que la fermeture de Bridgestone à Béthune
a été, je dis pas indolore, ce serait faux, mais en tous les cas n'est pas devenu un drame comme celle de Goodyear à Amiens il y a quelques années suivantes. On a réussi à reclasser les salariés, en tout cas de leur retrouver un travail. Alors je dis pas que ça a été pour tout, mais globalement, socialement, pour le territoire, ils ont réussi à mobiliser une énergie qu'on n'était pas allé chercher et qui étaient tous ces projets cachés, endormis dans les entreprises industrielles qui n'osaient pas avancer. Et c'est un des aspects qu'on va aborder avec vous dans quelques instants. Souvent, les pouvoirs publics ou les investisseurs ignorent même les projets qu'ils pourraient accompagner ou qui pourraient faire rouvrir des usines. On va en parler avec vous. Restez avec nous sur Sud Radio, Olivier Luancy. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de ce livre Réindustrialiser, c'est le défi d'une génération, publié chez Déviation. On va aussi vous emmener dans un endroit en France en particulier où une drôle de proposition a été faite aux salariés, avec le soutien d'ailleurs de la mairie pour sauver un site. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, comment sauver notre industrie, comment sauver nos emplois ou les faire revenir tout simplement. On en parle avec notre invité Olivier Luancy, professeur au CNAM et auteur de ce livre Réindustrialiser, c'est le défi d'une génération, publié chez Déviation. On en parlait tout à l'heure avec vous Olivier Luancy, comment sauver ces bassins de vie pour éviter justement qu'ils ne deviennent en perdition. Tiens, ça se passe en ce moment, c'est dans l'Oise et vous en entendrez davantage demain dans le Grand Matin Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. Dans l'Oise, à Feuquières, très précisément, une usine de verre dans l'industrie du verre qui s'appelle la Severglass, qui emploie plus de 1300 personnes. Autant à peu près d'ouvriers qu'il n'y a dans la commune, même si évidemment tous les ouvriers ne sont pas des habitants de cette commune. Elle est menacée de fermeture et une proposition étonnante a été faite aux salariés. On peut garder vos postes à condition que vous baissiez votre salaire. Proposition qui est soutenue par le maire de la ville, Monsieur Etienne. Ça me touche en tant que maire, en tant que citoyen, de voir qu'on est prêt à saboter un outil industriel qui fabrique des produits qui sont haut de gamme, très haut de gamme, simplement parce qu'on ne peut pas faire un effort. C'est de la faute de personne. Si le marché mondial est en train de changer, c'est complètement ridicule. On ne fait pas tomber une entreprise avec 1400 personnes simplement parce qu'on veut un bras de fer gagnant face à une direction. Et en d'autres termes, Jean-Pierre Etienne, le maire de la ville, encourage les syndicats et les salariés à accepter de baisser leur salaire pour sauver l'usine et leur emploi. Des propos recueillis par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Bon, parfois, ça peut s'apparenter à du chantage pour les syndicats. Parfois, c'est la seule solution. Vous en pensez quoi, Olivier Luancy ? Que au sein d'une démocratie, j'allais dire, d'une entreprise, il y a une démocratie sociale à faire vivre. Et si c'est une solution pour sauver l'entreprise dans le cadre d'un dialogue avec les syndicats, pourquoi pas? Il faudrait sans doute associer cela à ce qu'on appelle une clause de retour à bonne fortune. C'est-à-dire si effectivement on sauve l'entreprise et qu'elle arrive à redevenir profitable demain, eh ben qu'il y ait une redistribution et que ceux qui ont fait un effort, y compris salarial, puissent s'y retrouver rattraper après. Le salaire. Oui. Sauf que les repreneurs de l'usine ne seront pas nécessairement d'accord parce que ça leur permettrait, ils risqueraient de perdre les économies qu'ils auraient faites tout de suite. Alors c'est une question, ça je ne connais pas qui est l'actionnaire de cette entreprise. On a un sujet en France, c'est que on a de l'épargne, on a de l'argent, mais elle n'est pas investie à travers des fonds français dans notre outil productif. Si on avait une sorte de gouvernance française, un ancrage territorial, peut-être avec des fonds régionaux comme ceux que je préconise, dans ces cas, on aurait un actionnariat sans doute très sensible à la rentabilité, indéniablement, mais aussi à l'effet de son action sur son territoire, à l'emploi de ces gens-là, et c'est quelque chose qu'on peut développer encore une fois. Aussi à la merci des agents du territoire, après tout, pourquoi pas des élus qui expliqueraient que quoi qu'il arrive, il faut sauver tel ou tel site, même s'il n'est pas rentable. Alors on a eu cette expérience il y a 20 ou 30 ans, ça s'appelait les sociétés régionales de développement, où effectivement les régions, c'était au début des régions, avaient commencé à investir parce que la loi leur en donnait la possibilité directement dans des entreprises. Ça s'est pas toujours très bien terminé. Aujourd'hui, il y a un autre modèle qui existe et qui est complètement transpartisan parce que on le retrouve en Bretagne, on le retrouve en Auvergne-Rhône-Alpes, on le retrouve dans les Hauts-de-France. C'est une initiative politique des conseils régionaux, une gestion d'un fonds par des privés, des spécialistes du financement. Il y en a aujourd'hui des excellents dans toutes nos capitales régionales qui collectent de l'épargne individuelle
et qui permettent de financer des projets dans le territoire. Ça peut rapporter 5% d'intérêt, c'est mieux que le livret A, et surtout ça apporte la fierté de mettre 1000, 2000, 3000 euros de ça pour son territoire. Et ce modèle-là, il existe, mais il est tout petit. Il faudrait lui donner de l'ampleur. Et typiquement, si ces fonds, et encore une fois, on a l'argent, les Français ont 6600 milliards d'euros d'épargne, on pourrait mobiliser quelques pourcents de cette épargne pour ce type d'outil-là, eh ben, on sauverait Saveur Glace, avec peut-être un nouvel actionnaire, mais un actionnaire qui aurait aussi une sensibilité sur l'ancrage territorial de cette entreprise. Et s'il y a un accord fait avec les salariés sur une réduction temporaire du salaire pour sauver la boîte, eh ben, qui dans ces cas-là serait peut-être plus enclin à dire demain, si ça marche, eh ben, je vous ferai partager le retour à bonne fortune. Malgré tout, quand vous entendez le maire de cette ville, concrètement celle de Feuquières dans l'Oise, vous entendez l'inquiétude d'un élu qui se dit j'ai mon usine de près de 1300 ouvriers, dans ma ville de près de 1300 ouvriers, on l'a dit, tous les habitants n'y travaillent pas, mais globalement, c'est un désastre absolu pour cette ville si l'usine venait à fermer. Tout à fait, c'est la contraposée de la réindustrialisation, ça a duré pendant 40 ans, ça s'appelle la désindustrialisation. Alors certes, pendant toute cette période-là, on a eu des grandes métropoles qui sont développées dans toutes nos régions, avec des services dits à valeur ajoutée, c'est-à-dire des cabinets d'avocats d'affaires, des assurances, ce type de fonctions-là. Mais dans les territoires, autour des villes petites et moyennes, quand il y avait un employeur principal qui fermait, qui faisait faillite, c'était ce que j'appelle la faillite du territoire lui-même. C'est-à-dire, dans un premier temps, les gens perdent leur emploi, il y a une désocialisation, il y a des phénomènes de violence éventuellement qui peuvent se passer, intrafamiliales, des dérives personnelles, et puis c'est le territoire qui part en vrille totalement, et ça on l'a vu. Je pense que chacun des auditeurs que vous avez a en tête une sous-préfecture, une ville petite et moyenne dans laquelle il a vécu, il a un membre de sa famille, des amis, qui a connu cette terrible histoire. C'est la terrible histoire de notre désindustrialisation, celle qu'il faut absolument éviter, d'où le fait que notre réindustrialisation, c'est simplement une nécessité. Une nécessité, oui, sauf que à l'arrivée, malgré tout, ce qui est fabriqué en France coûte plus cher. En tout cas, quand on l'exporte, on l'entendait, le maire le disait, c'est la mondialisation. Si beaucoup d'usines ont fermé, c'est parce qu'elles étaient plus rentables à l'étranger, malheureusement. Est-ce que, en relançant, en ouvrant un nouveau site, on arrive quand même à le rendre compétitif ? Alors, il y a plusieurs éléments. Un, nous n'avons pas investi suffisamment dans notre outil productif et donc il n'est plus aussi efficace que celui de nos voisins, même européens, et c'est un cercle vicieux. Encore une fois, là-dessus. Et ce n'est pas une question de moyens. Nous avons de l'épargne, nous avons des moyens de le collecter. Simplement, on a des énormes tuyaux qui emmènent ça pour acheter des bons du trésor, y compris américains. On a 200 milliards d'euros d'argent des épargnants français qui achètent du bon du trésor américain. C'est quand même un peu paradoxal. Vous voudriez un fonds souverain français en quelque sorte, ou une multiplication de petits fonds souverains qui rachèteraient des usines pour sauver des territoires. Mais, encore une fois, et là vous avez raison, on peut avoir cette modernisation, on pourrait avoir de l'énergie pas chère ou moins chère comme de l'électricité, mais ça ne suffira pas. Il faut en avoir pleinement conscience. On vit en Europe, on a un modèle de société, on a des valeurs, on a un modèle social, on a des ambitions environnementales. On veut pas acheter du gaz russe parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé en Ukraine alors qu'il est pas cher. C'est ce qu'on appelle du commerce éthique. Et quand on empile tout ça, vous avez, à la fois des exigences, c'est des valeurs, mais c'est aussi des contraintes sur la production qui ont un coût. Et il y a un moment donné où on peut toujours faire la course à la compétitivité, mais il y a un plancher. À un moment donné, on touche ce plancher, et ce plancher, c'est celui de nos valeurs. Ce qui m'amène à une des propositions qui a été faite par Mario Draghi dans son rapport. Nous avons, dirigeant de la Banque Centrale Européenne. Voilà, nous avons besoin d'une politique commerciale en Europe qui nous protège. Donc on taxe davantage les produits qu'on importe. Par exemple, on peut les taxer ou on peut mettre des règles différentes, techniques, pour éviter d'utiliser que la taxe qui est visible comme le nez au milieu de la figure par des instances internationales, par l'OMC. Mais il y a plusieurs solutions pour faire en sorte que les productions en Europe ou en France redeviennent compétitives. François Ménégo, le patron de Michelin, disait très clairement, la compétition n'est pas loyale en Europe. Il faut retrouver un cadre de compétition loyale. Alors maintenant qu'on a dit tout ce que vous avez dit et qu'on a écouté votre piste et en quelque sorte aussi votre optimisme, est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les pouvoirs publics ? On annonce de plus en plus de fermetures de sites. Est-ce que les prochains mois vont quand même pas être une saignée industrielle, comme le dit la patronne de la CGT ? Alors j'aime pas le terme saignée, mais on va rentrer dans un hiver de notre réindustrialisation. Je le crains réellement.
Si on reprend un peu de recul, à partir du moment où on a eu le Covid, ou même on va remonter aux Gilets jaunes, on a fait territoire d'industrie, on a vérifié ce que je vous disais sur Béthune, mais qui s'est vérifié dans tous les territoires. Il y a plein de projets qui attendent dans les boîtes, les PMI, les ETI industriels en France. Les entreprises de taille intermédiaire. Et qui ne se réalisent pas. En fait, ils détiennent entre leurs mains les 2/3 de notre réindustrialisation. S'ils réalisaient leurs projets, 2/3 de notre réindustrialisation serait en route. Donc il y a ce montant de projets qui attend. On a eu le Covid et on a eu France Relance. Ça a permis de déclencher plein de projets. Je vous ai donné l'exemple de Béthune. Il faut bien réaliser qu'on a mis beaucoup d'obstacles à la création d'un site industriel et que si la puissance publique vient pas accompagner, montrer qu'elle est en soutien, ces projets resteront dans les cartons. On l'a démontré par France Relance. Donc on a cet outil-là. Après, on a un peu dévié. On a préféré l'innovation de rupture par France 2030. On a fait le choix de l'énergie chère. Si on revient aux basiques que je viens d'énoncer, c'est-à-dire aider le tissu industriel et protéger les productions françaises et européennes, je pense qu'on peut relancer notre réindustrialisation. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Eh ben, on va terminer sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, Olivier Luancy, professeur au CNAM, auteur de ce livre Réindustrialiser, le défi d'une génération. C'est publié chez Déviation. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, les voies de l'emploi. On se retrouve dans un instant, les vraies voies de l'emploi d'ailleurs. Pour ceux qui perdent malheureusement leur emploi industriel, il y a des postes à pourvoir dans d'autres secteurs. L'artisanat, on en parle avec notre invité qui a plein de postes à vous offrir. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voies de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi jusqu'à 20h sur Sud Radio. Quels sont les secteurs qui ont du mal à recruter? Quels sont les secteurs qui parfois perdent leurs emplois? On a parlé de ce qui fermait, de ce qu'il fallait sauver. Parlons maintenant de ce qui recrute tout de suite avec notre invité Joël Fourny. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Président de la CMA France, c'est la Chambre des métiers et de l'artisanat. Combien d'artisans en tout? 2 400 000 entreprises artisanales. D'où le bon vieux slogan, on en parlait avant de revenir à l'antenne. La première entreprise de France, c'est vous. Vous recrutez massivement. Vous avez un certain nombre de métiers qui recherchent des bras et qui ont, à ce stade d'ailleurs, du mal à les trouver. Alors, je vais donner la liste, pêle-mêle quand même. 15 000 menuisiers. Rien que 15 000 menuisiers, c'est le premier poste de recrutement chez vous. Oui, c'est l'un des premiers postes, mais il y en a d'autres dans le secteur du bâtiment. On est à 12 000 besoins dans le domaine de la plomberie, etc. On a quand même entre 9 000 et 5 000 personnes recherchées dans le secteur alimentaire. Dans la boulangerie-pâtisserie notamment. Voilà. Comment expliquer d'abord que la menuiserie soit celle qui recherche le plus de bras, alors même que dans ma vie de tous les jours, j'ai croisé des boulangers-pâtissiers, j'en ai vu des plombiers, j'étais content de les voir d'ailleurs quand ils arrivaient, mais des menuisiers, on en a croisé beaucoup moins souvent. Mais parce qu'en fait, le secteur du bâtiment et notamment les métiers du bois sont des métiers très, très à la pointe, avec des entreprises de taille plus conséquente qu'un boulanger. Ouais. Et donc, il y a des besoins en termes de besoins de main-d'œuvre importants. C'est un secteur qui représente énormément sur la filière artisanale. Et donc, du coup, il faut beaucoup de recrutement, beaucoup de jeunes, beaucoup de besoins de jeunes pour ces métiers. Les métiers en général sur le secteur du bâtiment, maçon, plombier, couvreur, etc. Alors, qui sont souvent réputés physiques, qui sont aussi des métiers qui peuvent bien payer, d'ailleurs en général. Alors, des métiers physiques, c'est vrai qu'on a tendance à le dire, mais bon nombre d'entreprises ont travaillé énormément sur la sécurisation du poste de travail, l'amélioration des conditions de travail, et donc aujourd'hui, les ans c'est plus facile, et en tout cas les jeunes sont sur des dispositifs beaucoup plus adaptés. Je vous disais justement des métiers réputés physiques, vous pensez que c'est ça qui rebute les jeunes? Non, pas du tout, c'est plutôt une image positive. Les métiers du bois attirent beaucoup de jeunes, intéressent beaucoup, même d'ailleurs des profils. Il en faudrait davantage. Mais il en faudrait davantage, et malgré des jeunes qui sont sur d'autres activités, ils sont pas rares, le nombre de jeunes en reconversion qui viennent vers les métiers du bois notamment. Exactement, alors parlons maintenant des plombiers, 12 000 plombiers qui sont recherchés. S'il y a bien un emploi qu'on ne pourra jamais délocaliser parce qu'on a besoin qu'il soit physiquement chez nous quand il y a quelque chose à réparer, c'est le plombier. 12 000, c'est énorme. Quelles compétences il faut pour devenir plombier? Déjà, il faut avoir l'appétence pour le métier, il faut avoir l'envie du métier, il faut être, je dirais, attiré par le travail manuel, même si, bien sûr, il y a la partie intellectuelle qui est nécessaire. Mais en tout cas, on travaille sur des systèmes complexes quand on est plombier. Des systèmes beaucoup plus complexes, avec beaucoup de technologies nouvelles, avec de l'innovation aussi sur ces métiers.
Donc ça intéresse aussi les jeunes. Ouais, avec des compétences d'avenir, parce qu'on est aussi sur l'isolation, par exemple la transition énergétique. Le plombier a son rôle à jouer, notamment l'installation des chaudières. Beaucoup de plombiers sont chauffagistes. Oui, et en termes de conseils, d'appui, je dirais en termes de conseils auprès du consommateur, d'appui sur la partie technologie nouvelle. Donc aujourd'hui, on forme, et les formations sont adaptées pour permettre aux jeunes d'avoir ces compétences et ces connaissances techniques pour apporter un service aux consommateurs. Alors il y a aussi les bouchers, il y en a un par ville, au moins un par ville, 8000 bouchers recherchés. C'est un métier qu'on peut commencer jeune. Avec quelle formation en général ? En général, ça commence par le CAP, puis ensuite ça continue par un bac pro. Et derrière, vous avez des formations aussi complémentaires sur le secteur de la vente. Vous pouvez avoir aussi des formations complémentaires sur des niveaux supérieurs. Donc voilà, dans l'intérêt même pour le jeune de reprendre, pourquoi pas aussi une entreprise, une responsabilité dans l'entreprise. Alors un métier qui est par nature en centre-ville en général, parce que c'est souvent là que les commerces sont, même si de plus en plus on en voit en périphérie, et un métier qui paye bien. Un métier qui paye très bien, d'ailleurs. Bon nombre de bouchers ont plutôt, j'irais, des salaires assez révalorisés, avec une capacité, j'irais, de développement en termes de responsabilité dans l'entreprise, une montée en compétences et donc derrière aussi des possibilités d'installation, de reprise d'entreprise et avec une carrière très souvent très exceptionnelle. Alors on pense toujours que ce sont des métiers qu'on commence très jeune en étant apprenti. J'ai parlé juste à l'instant avec notre autre invité, le précédent invité, de la désindustrialisation. Parfois vous avez des fermetures d'usines. Est-ce qu'il est possible de se reconvertir quand on vient d'un métier, par exemple, quand on était ouvrier, et de se reconvertir complètement pour devenir artisan, par exemple, boucher, entrer dans la pâtisserie? Il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, le réseau des chambres des métiers propose des reconversions avec des formations adaptées, accélérées, qui permettent à des gens qui sont en reconversion, en recherche de nouvelles activités professionnelles, de pouvoir se positionner sur ces métiers de bouche, quels que soient les métiers du secteur de l'artisanat. Alors, vous avez une projection. Dans les 10 ans, moi, quand je l'ai lu, j'en suis parvenu. Dans les 10 ans à venir, vous aurez en tout 300 000 emplois à pourvoir dans les entreprises qui seront à céder dans les 10 ans. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est un enjeu extrêmement important pour notre secteur, pour la filière artisanale, pour la garantie des savoir-faire du secteur. Bien évidemment, 300 000 entreprises artisanales à reprendre dans les 10 années qui viennent. Ça veut dire qu'il faut former, continuer à accélérer les choses par rapport à la formation. Parce que quand je lis ce chiffre, ça me rappelle ce que je lis parfois sur les médecins, par exemple. Les médecins vous diront qu'ils ont un métier merveilleux. Est-ce qu'on risque de devenir d'avoir des déserts artisanaux dans les 10 années qui viennent ? On forme énormément de jeunes par la voie de l'apprentissage, 200 000 jeunes formés chaque année sur la filière artisanale. Dans le réseau, on forme 112 000 jeunes chaque année. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, je dirais, largement accéléré l'investissement sur la formation initiale. Et donc, c'est préparer aussi les choses pour permettre de se donner les moyens d'assurer la reprise et la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, on a quand même 50% de nos chefs d'entreprise qui sont issus de l'apprentissage. Donc c'est une vraie filière d'excellence pour former à la reprise. Et qui a repris beaucoup de poils de la bête. Vous êtes plutôt optimiste ce soir, en fait, sur Sud Radio? Alors, je suis plutôt optimiste, tout en ayant, bien sûr, des inquiétudes sur le secteur aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a une baisse d'activité dans certains cas. Le secteur du bâtiment, pour autant, constate une baisse de commandes. Notamment dans la construction neuve. Voilà, dans la construction neuve. Mais vous avez aussi sur le secteur alimentaire, le panier moyen a tendance à baisser. Mais pour autant, les artisans restent confiants sur l'avenir d'autres chefs d'entreprise ou d'autres catégories. Je pense qu'on peut quelquefois le dire, oui, même s'ils ont des inquiétudes encore et ils ont besoin de visibilité, de stabilité par rapport aux choix politiques qui sont faits. Mais ça, on est tous à la même enseigne. Voilà, mais notamment l'aide à l'apprentissage en est une. Oui. Voilà. Alors ça, précisément, parlons-en de l'aide à l'apprentissage, parce qu'elle est sur la sellette. Comme un certain nombre de dossiers, on est en ce moment dans une période de restriction budgétaire. Est-ce que vous craignez que l'apprentissage perde gros ? Oui, c'est un risque. À partir du moment où vous avez une enveloppe budgétaire sur la formation qui est plutôt en nette diminution, ça veut dire qu'il y aura forcément des répercussions des dispositifs qui vont être modifiés, notamment l'aide aux entreprises artisanales. Et nous défendons le principe même qu'il ne faut pas toucher aux petites structures, et en tout cas les entreprises en dessous de 250 salariés. Et pour l'instant, vous doivent continuer à être accompagnées. Pour l'instant, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Là, nous demandons vraiment un soutien particulier, parce que si on
continue pas à créer la vraie dynamique pour la formation initiale pour ces métiers d'avenir, ces métiers qui ont une capacité d'employabilité, quelque part, on remet en cause l'investissement dans le futur par rapport à l'engagement, par rapport aux nouvelles générations. Imaginons que l'aide à l'apprentissage dans les petites structures de moins de 250 habitants soit finalement rabotée dans le prochain budget. Oui, dans les moins de 250, évidemment, s'il y avait une baisse importante, et quand on parle de 4 500 € par entreprise, par jeune employé par l'entreprise, ça veut dire que très nettement, ça pourrait mettre un frein à la dynamique sur l'apprentissage notamment. C'est là que je voulais en venir. Est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre de postes d'apprentis qui finalement ne verront pas le jour ou seront détruits par le changement de ces aides? Je n'ai pas d'idée exacte sur le nombre que l'on pourrait avoir en termes de diminution d'apprentis, mais aujourd'hui nous avons une forte dynamique avec une évolution constante, avec une stabilité constatée à la rentrée 2024. Vu la conjoncture économique, c'est plutôt extrêmement confortable et bien. Mais par contre, si vous baissez les aides et les accompagnements, ça veut dire que derrière, vous avez sans doute des difficultés pour les entreprises à pouvoir maintenir leur engagement fort. Je rappelle quand même que depuis le Covid, les entreprises artisanales, malgré les différents sujets et notamment la fermeture souvent, ont maintenu leurs effectifs en termes d'engagement sur l'apprentissage. Et donc vous ne voudriez pas que le vent se retourne justement du fait de l'instabilité politique? Voilà, je pense qu'il y a besoin de donner confiance aux entreprises artisanales. Je crois qu'il faut les rassurer, il faut les conforter. C'est une économie de proximité qu'il faut absolument préserver. C'est, je dirais, la richesse économique de notre pays sur l'ensemble du territoire national. Les entreprises sont présentes partout sur nos territoires. Elles créent un dynamisme, je dirais, et une vie sociale forte. Et donc, il faut garantir ces éléments-là. Alors, il y a beaucoup de monde qui vous écoute en ce moment, qui entend tout le temps qu'un certain nombre de secteurs d'emploi sont en train de détruire des postes. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils deviennent artisans? Eh ben moi, je leur dis qu'il y a un avenir pour eux, là où ils ont peut-être une difficulté d'emploi, qui regardent précisément qu'ils aillent pousser les portes d'une entreprise artisanale, découvrir les différentes activités, et ils auront sûrement une envie particulière, et pour certains, ce sera une réelle opportunité pour eux d'avoir une reconversion assurée. Allez, on le rappelle, ces chiffres: 15 000 menuisiers, on recherche 12 000 plombiers, 9 000 boulangers pâtissiers, 8 000 bouchers, 4 000 emplois dans la coiffure, 3 000 dans l'esthétique, et en tout 300 000 entreprises à céder dans les 10 ans. Ça fait quand même beaucoup. Ce serait dommage de passer à côté de l'occasion, non? Mais oui, quand on est capable de proposer autant d'emplois par le secteur aux jeunes générations, ce serait quand même du gâchis. Ouais, c'était La France qui recrute ce soir sur Sud Radio. Merci Joël Fourny, président de la Chambre des métiers de l'artisanat de la France, évidemment. À bientôt sur Sud Radio. À très bientôt. Allez, restez avec nous. Il est 19h42, les vraies voix de l'emploi. On se retrouve dans un instant. On va vous présenter maintenant, peut-être le recrutement du futur. Pourquoi pas une application qui se veut le Tinder, le site de rencontre pour ceux qui ne connaissent pas du recrutement, tout simplement. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Wow. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, on vous a parlé des secteurs qui recrutent, on vous a parlé de ceux qui ne veulent pas fermer. Parlons maintenant du recrutement de demain avec notre dernier invité sur Sud Radio. On est avec Laurent Legrain. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, la forme? La forme, en pleine forme. Écoutez, ravi de vous retrouver sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de Workiz. Alors Workiz, c'est une application, en quelque sorte, que vous voulez comme le Tinder du recrutement. Alors je le rappelle, Tinder, c'est une application de rencontres amicales et plus si affinité évidemment. Pourquoi ce serait le Tinder Qu'est-ce qui fait que votre application serait le Tinder du recrutement? Aujourd'hui, dans Workiz, il y a deux solutions. Workiz Emploi, la partie physique, humaine, sur tout le pan, c'est notre expertise depuis 8 ans dans le domaine de l'intérim, du recrutement, placement. Et donc, Workiz Connect, c'est effectivement la solution, le Tinder de l'emploi. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Ok, super. Et en fait, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de site de rencontre à titre personnel, mais à ce stade, il n'y a pas de canal de site de rencontre professionnel. Et donc, nous, on a voulu ouvrir ça parce qu'aujourd'hui, il existait les réseaux sociaux, les job boards, les ATS. Et effectivement, on est sur un pan effectivement professionnel
où d'un côté comme de l'autre, le candidat et l'entreprise, entre guillemets, est là pour se mettre en lumière. Donc on envoie un réel coup de projecteur sur effectivement de la data forcément qui touche aux professionnels, que ce soit la mobilité, les compétences, l'expérience, le taux horaire ou la rémunération, les certifications, j'en passe et des meilleurs. Et en fait, on embarque un système de scoring qui fait que d'un côté comme de l'autre, quand on s'inscrit, on enrichit de la data. Il y a un jeu de notification qui part d'un côté et de l'autre et qui envoie en tout cas un match potentiel. Et le candidat, en fait, ne voit pas que l'offre, mais il voit l'offre, il voit les photos, les vidéos, les statistiques, l'organigramme, il voit tout sur l'entreprise. En gros, et c'est important ce que vous nous dites, ça peut avoir l'air futuriste ou abstrait pour certains, mais concrètement, quand une entreprise qui recrute voit mon profil, elle sait combien je vais gagner, ce que je peux faire, où est-ce que je suis, est-ce que je peux venir, jusqu'à quelle heure je peux travailler, elle sait déjà presque tout de moi avant même l'entretien d'embauche, quoi. En fait, on facilite l'intégration grâce à ces projecteurs respectifs parce que le candidat, en fait, lui, sans rien faire, c'est-à-dire que si en amont, il doit s'inscrire, il doit enrichir son profil, il a même une trentaine de questions qui gravitent autour de la marque employeur parce qu'il est en capacité de répondre à des questions autour de quelles attentes il aurait d'une entreprise sur ses avantages sociaux, la communication qu'il attendrait, le mode de management et j'en passe. Et à côté de ça, il va renseigner tout son CV sur ses expériences, ses formations, ses compétences. Et en fait, c'est le puissant algo qui fait ce fameux rapprochement. Et en fait, lui, un beau jour, il reçoit une notification, un match potentiel, et il voit non seulement sur quelle offre il a matché, parce qu'en amont, de l'autre côté de la barrière, plutôt, c'est l'entreprise qui aura mis ses ingrédients sur la mobilité, les certifs, etc. Et lui, il n'a plus que l'embarras du choix à dire, voilà, je reçois un match affinitaire sur une offre de stage ou une offre d'intérim ou une offre de CDD, de CDI, et c'est lui qui dit, je like ou pas. Et de l'autre côté aussi, côté entreprise, il a forcément son mot à dire. Et s'il y a un vrai matching affinitaire, comme un site de rencontre, ils ont l'opportunité de rentrer en contact via du chat et de la visio qu'on embarque dans la solution. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans une application tierce. Tout est vraiment... en gros, vous faites de moi la perle rare de l'entreprise qui me recherche et inversement, vous faites de l'entreprise que je recherchais celle que j'aurais pu ne pas connaître il y a 2 semaines, quoi. Alors, grâce au scoring, effectivement, on a éclairé, on a vraiment affiné le recrutement. Maintenant, bien sûr qu'il va falloir se rencontrer via, pourquoi pas, la visio, pourquoi pas aussi le côté physique, où on n'a pas la science à dire c'est sûr certain que ça matche, mais en tout cas, on a raccourci le process du recrutement pour faire en sorte que recruteurs et candidats puissent effectivement échanger vite et bien, de manière simple, rapide, efficace, et après, effectivement, dire, bah voilà, on transforme en embauche, en CDI, en intérim, en stage. C'est vrai que le parallèle avec les sites de rencontre et les applications de rencontre est troublant, en effet. Simple et efficace, et allons à l'essentiel. Parlons maintenant de la manière dont on utilise votre application Workiz. Comment on fait pour s'inscrire ? Comment ça se passe ? Simplement, workizconnect.fr sur la partie web. Et côté, on a une double version app, donc mobile, au travers de l'iOS et Android. Il suffit d'aller dans le Store, Play Store, ou iOS, on tape Workiz Connect. Alors, il y a 2 applications. Il y a l'application Workiz Connect Enterprise, on l'a appelée comme ça. C'est plutôt côté entreprise, mais en amont, l'entreprise va devoir souscrire son abonnement en web. Et par contre, côté candidat, c'est gratuit. Il faut quand même le rappeler. Il télécharge l'application, il s'inscrit, il va répondre à 9 questions obligatoires, que 9, autour de la mobilité, de ses compétences, de ses certifications, de sa rémunération. Et il va arriver sur le portail, soit mobile ou web, et il aura plus qu'à enrichir son profil, répondre à des questions. Toute la data est embarquée. C'est simple comme le bonjour. Il suffit simplement de savoir lire et utiliser un outil numérique, mobile ou web. C'est le minimum syndical. Et voilà, il a quelques minutes pour renseigner son profil, et l'idéal, c'est que la magie opère a posteriori. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, merci Laurent Legrain pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Workiz, WORKIZ.
WorkisConnect.com pour ceux qui voudraient chercher WorkisConnect.com notamment sur Internet. Merci à vous. C'est la fin des Vraies Voix de l'Emploi. Alors demain, vous retrouverez Philippe David et Cécile de Ménibus qui reviennent de leur lieu de villégiature respectif. Mais tout de suite, place aux Vraies Voix du foot. Ce sera avec Guy Carlier et Emmanuel Galasso. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Marie. Au programme ce soir. Au programme ce soir, Lyon qui réintègre le top 5 après sa victoire. Je sais que ça vous fait du mal Jean-Marie, 1-0 face à l'AS Saint-Etienne. Mais on se posera la question au-delà du sportif. Est-ce que Lyon va si bien que ça? Parce qu'il y a la question financière qui vient d'être levée également. On en reparlera effectivement. Voilà, ça vous plaît plus cet angle-là. On aura Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club, pour décrypter la situation lyonnaise. À Marseille, est-ce que c'est la crise? On se posera la question. Également avec un invité de marque qu'on peut déjà citer, Alain Giresse, qui sera parmi nous. Et enfin, pour conclure, pour Bordeaux également, on parlera un petit passage sur Bordeaux avec Maxime, qui est fan des Girondins. Et on parlera également évidemment des Bleus, entre le match face à Israël, l'absence de Kylian Mbappé. Il va y avoir matière à dire et à débattre, et vous pouvez dès maintenant nous appeler évidemment au 0826 300 300. Et bien voilà, à vous la main et à vous les studios avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, les Vraies Voix du foot, juste après les infos de 20h. Bonne soirée sur Sud Radio.